Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Emmanuel, écoutons, quelques heures après avoir annoncé que oui, effectivement, il va y avoir un retard pour le projet Nordvolt, un retard de 18 mois. Soudainement, boum, M. Fitzgibbon s'en va. Est-ce que ceci explique cela? Y a-t-il un lien entre les deux affaires? Est-ce que tu es surprise qu'ils partent si rapidement? Personne n'est surpris qu'ils partent. Tout le monde est surpris de comment ça se fait. Moi, j'ai parlé à beaucoup de monde tout l'après-midi là, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé, parce que c'est un peu surréel. Il fait une tournée des Grands-Ducs avec plein d'entrevues ce matin, puis tout d'un coup, oups, ça coule, en commençant par la presse. Nous, à Québécois, on réussit à le confirmer que oui, il va bel et bien démissionner. Et là, ben voyons, qu'est-ce qui est arrivé entre les deux? Écoute, nous, ce qu'on nous dit, c'est que... à la fin de la dernière session parlementaire en juin, M. Legault a demandé à M. Fitzgibbon s'il allait terminer son mandat. Il lui a dit qu'il voulait le savoir. M. Fitzgibbon a pris ses vacances, il est revenu, il dit, écoute, il dit, moi, je pense que je vais partir après Noël, une fois que mon projet de loi sur toute la réforme énergétique, la réforme d'Hydro-Québec va être adoptée. Puis, la discussion s'est poursuivie pendant quelques semaines entre les deux. Et finalement, bon, ben là, c'est le caucus qui commençait, la rentrée parlementaire la semaine dernière. Et ce serait M. Legault qui a tranché et qui aurait dit à M. Fitzgibbon, regarde, on peut pas avoir ça comme distraction tout l'automne, ce serait mieux si tu pars maintenant. Et donc, mais moi, je vais t'avouer, on essaie de m'expliquer que c'est une bonne idée, là. Les gens de la CAQ à qui je parle, là, on essaie de me dire que c'est la bonne chose à faire, mais je ne comprends pas. Comment c'est une bonne idée de prendre ton ministre le plus puissant, qui vient de déposer un projet de loi hyper complexe sur l'avenir d'Hydro-Québec. Là-dedans, là, tu sais, comment faire des contrats sans appel d'offres, comment donner les moyens légaux à Hydro-Québec pour finir par doubler sa production d'électricité. Puis tu sais-tu, là, juste comme on est en train de peaufiner tout le cadre là, législatif de cette transition énergétique, sais-tu, on va donner le bébé à quelqu'un d'autre. C'est incroyable, incroyable. Nick Payne, on dirait que M. Legault voulait pas faire un Justin Trudeau lui-même, c'est-à-dire, tu sais, Justin qui a Pablo Rodriguez, son lieutenant du Québec, qui dit je vais peut-être partir, peut-être pas. Puis Justin dit c'est correct, il partira quand il va décider de partir. Je m'en fous. Là, Legault a dit non, tu peux pas être assis entre deux chaises. Si tu décides de partir, pars. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, ça c'est ce qu'il aurait dit en coulisses. Mais en tout cas, il y a quelques jours à peine, M. Legault ressemblait un peu à Justin Trudeau, aussi en disant on verra. Puis Pierre, il a presque 70 ans, puis il va peut-être partir. Ça serait normal à notre âge, on y pense. Bon, c'était pas bien plus autoritaire que Justin Trudeau. D'ailleurs, on va s'ennuyer de cette relation étrange, étonnante entre François Legault et Pierre Fitzgibbon, qui est une sorte on a l'impression que le patron était Fitzgibbon entre les deux, ou en tout cas c'était une sorte de mentor ou d'inspiration, de divinité presque pour François Legault. J'écoutais Fitzgibbon ce matin chez Mario Dumont, puis je me suis dit, coudonc, il est bon, Fitzgibbon. Il avait l'air détendu, il était excellent, il était vraiment très bon. Tu savais qu'il partait? Voilà, il était libéré de toute évidence. Et voilà! Alors, il aurait peut-être dû le savoir plus vite, ça lui aurait évité bien des tourments peut-être à M. Fitzgibbon. Du reste, au-delà de la question du service après-vente là, que Emmanuel a posée, qui est évidente là, sur les projets en cours, qui va poser problème, politiquement, c'est un gros morceau qui part pour la CAQ. Puis, tu sais, on s'est bien moqué de la chasse aux faisans, puis des sautes d'humeur de M. Fitzgibbon, puis on a bien critiqué sa relation, conflictuelle avec les questions d'éthique. Mais moi, je pense que les gens l'aimaient. Je pense que c'est quelqu'un qui incarne, c'était vraiment la CAQ économique, là, c'était beaucoup M. Fitzgibbon, l'omni-ministre économique, ministre de tout, même du lave-vaisselle, imagine, et du chauffe-eau. Ça va être très difficile de le remplacer à un moment où la CAQ aurait bien besoin de se remplumer, puis là, ça a plutôt l'air d'un véhicule qui perd des morceaux en chemin. Et Emmanuel, je vais peut-être casser le party, mais tu sais, quand tu regardes là, la création d'emplois au Québec, on est une des pires provinces au Canada pour la création de l'emploi. La plupart des jobs qu'on a créés, c'est dans la fonction publique. M. Fitzgibbon qui donnait des gros chèques à des grosses compagnies gonzillionnaires qui n'avaient pas vraiment besoin d'argent. Pendant ce temps-là, il y a des petits entrepreneurs qui disaient, on nous oublie peut-être un
petit peu. Pourtant, on est le cœur de l'économie du Québec. Aussi de tout mettre les œufs dans le même palier de Nordvolt, alors que la Chine débarque avec des moyens qu'on ne pourra jamais accoter. Non, mais ça, que c'est le une bonne marché, nouvelle, là, finalement. oui, donc Tu tout l'as ça, entendu, est-ce que... hein? Parce que Oui, c'est une bonne nouvelle, Fitzgibbon, oui. il nous disait que c'est une bonne nouvelle, Ben la oui. Chine, puis tout ça, parce qu'à un moment donné, ça va forcer nos propres équipementiers à faire ça moins cher. Fait que ça, c'est correct. Mais qu'est-ce que tu penses du bilan de M. Fitzgibbon, Emmanuel? Je vais t'avouer que je suis moins sévère que toi. La réalité, c'est que l'économie du Québec un des parents pauvres là, des grandes provinces canadiennes en termes de productivité, en termes de capacité d'innovation. Tu sais, c'est comme un mot vague, mais c'est hyper important parce que c'est le fait que tu as des gens qui inventent des affaires qui finissent par créer des petites compagnies qui deviennent des géants dans le monde. Tu sais, les Israéliens sont géniaux là-dedans, les Américains sont extraordinaires là-dedans. Le Canada est nul là-dedans, puis le Québec est pas bon dans le Canada. Alors, moi, je pense qu'un des buts et le pari de la filière batterie, c'est d'amener cette espèce de moteur là, pour forcer cette innovation dans les entreprises québécoises. En même temps, c'est le fait d'avoir pris le pari de donner beaucoup d'argent à des entreprises étrangères. C'est que quand tu fais ça, t'apportes pas des nouvelles idées dans ton économie, là. T'apportes pas des nouveaux brevets. C'est que tu deviens comme le locataire des bonnes idées des autres. Et ça, c'est le gros problème avec la filière batterie. Puis la réalité, c'est que M. Legault se vante énormément que l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario se rétrécit. Mais c'est pas tant parce que le Québec s'enrichit, c'est parce que l'Ontario s'appauvrit. Alors, sur le fond, on n'a pas réglé, c'est un gouvernement qui jusqu'ici n'a pas réussi à régler les problèmes vraiment structurels de l'économie québécoise, qui sont faible taux de croissance, puis le manque de productivité de nos entreprises. Pour preuve, elles sont complètement codépendantes de la main-d'œuvre étrangère, là. Nick, le gouvernement Legault est un gouvernement de de communication. On le sait, il aime ça, les gros projets qui flashent. T'en souviens-tu du projet Saint-Laurent? Tout le monde a oublié ça, là. Mais, tu sais, il avait sorti un livre, M. Legault, puis le projet Saint-Laurent, puis on va transformer les rives du Saint-Laurent en nouveau Silicon Valley, puis tout ça. Maintenant, c'était jeté aux poubelles. Après ça, c'était Nordvolt. Mais, tu sais, peut-être que, est-ce qu'on a besoin de gros projets qui flashent comme ça? Tu sais, arrête d'embêter les entreprises, de leur mettre des bâtons dans les roues, de faire de la paperasse, puis tout ça. Arrête de trop les surimposer, etc. Crée un écosystème qui est propice à la création d'emplois, puis à l'émergence de nouvelles entreprises, puis l'économie va mieux se porter. Je sais pas, est-ce que je suis naïf? C'est un gouvernement concept de communication, tu aurais pu nommer les maisons des aînés, les espaces bleus. Dans certains débats qui ont cours actuellement, on se réfugie beaucoup encore ici, dans des concepts, dans des mots. On va peut-être en parler tout à l'heure, là, Madame Lebel, avec la flexibilité et la mobilité du personnel en santé. C'est vraiment comme si c'était la solution à tout ça, hein. Il faudra y revenir. Le nationalisme provincial, la CAQ, hein, puis réclamons tous les pouvoirs en immigration. Tout ça finit, la montagne accouche d'une souris. Alors oui, on est dans les concepts. Ça a fonctionné pendant un bout de temps, mais évidemment, à l'usage, un procédé comme celui-là est coûteux parce que là, on voit bien que la réalité est plus compliquée puis qu'on n'obtient pas les résultats escomptés. Puis comme vient de le dire Emmanuel, c'est un peu vrai en économie aussi. Alors moi, je ne sais pas ce que sera le bilan. Je pense qu'il faut donner du temps au temps pour savoir quel sera exactement le bilan de M. Fitzgibbon. Mais politiquement et dans le monde de l'image caquiste, il aura été payant, je pense, M. Fitzgibbon. Mais OK, qui tu vois dans ta boule de cristal, Emmanuel, pour chausser ces grosses chaussures à M. Fitzgibbon? Ben ça, c'est l'autre côté encore plus surprenant, d'essayer de nous convaincre que c'est une meilleure idée que M. Fitzgibbon parte maintenant qu'à Noël. L'autre enjeu, c'est que ce qu'on nous dit, c'est que M. Legault ne veut pas d'un gros remaniement. Puis de toute façon, le joueur naturel pour remplacer M. Fitzgibbon, ce serait Christian Dubé dans ce gouvernement-là. Or, on peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, là. M. Dubé, je veux dire, il est comme plongé jusqu'au cou dans une réforme du réseau de la santé. Il faut réussir à la faire atterrir. C'est pas le temps de bouger. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que jeudi matin, M. Legault ne fera pas un remaniement ministériel. C'est qu'on va réallouer
à d'autres ministres les responsabilités de M. Fitzgibbon. Et là, moi, c'est là que je finis de tomber en bas de ma chaise parce que là, on va vouloir nous convaincre que de remplacer un super ministre qui est un workaholic, qui travaille 7 jours par semaine, la meilleure chose à faire, c'est de distribuer ça puis d'avoir 2 demi-ministres ou 1 ou 2 demi-ministres sur le dossier qui méritait, le mastodonte du gouvernement. Alors, ceci étant dit, peut-être que nous serons tous bouche bée jeudi quand nous nous retrouverons pour en parler, mais c'est surprenant. En terminant rapidement, Nick, je veux revenir sur la chronique d'Emmanuel Latraverse aujourd'hui dans le Journal de Montréal concernant ce qui est arrivé à Via-Rail, 14 heures d'un train, puis Emmanuel dit, ça n'a pas de bon sens, le système ferroviaire au Canada. Écoute, Nick, tu es allé en Europe. En Europe, là, tu peux aller partout en train, c'est rapide, c'est fiable, c'est pas cher, c'est... Christy, qu'on est en retard, ça va vite. On est en retard pour le train au Canada, c'est délirant. Oui, quand ça tombe pas en panne, c'est les Wet'suwet'en. Quand on réussit pas des fois à se faire servir en français. Puis le plus fou, c'est que c'est le symbole, hein, le chemin de fer, c'est le symbole du Canada, c'est notre grande fermeture éclair qui traverse le pays et qui relie tout le monde. Ben oui. Et puis ça marche, ça marche tout croche. Ça pose des questions sur le monopole aussi, hein, en somme. Est-ce qu'on pourrait pas se donner d'autres moyens ou pousser cette compagnie-là à performer davantage? Franchement, là, pour moi, ce qui arrive avec Via Rail, en tout cas, ce qui est arrivé à cet épisode-là, incarne bien les insuffisances du Canada et voilà, de son concept fondateur. Le train est une sorte de mythe, puis là, ici, le mythe est un petit peu rhumatisant, je dirais. Avoir eu plus de place dans ma chronique, j'avais une phrase dans mon calepin, là, tu sais. Le train était comme, tu sais, le fondement du Canada d'hier. Via Rail incarne tous les travers du Canada d'aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est de la com. Tu sais, on se drape dans les changements climatiques, mais on a un réseau de trains pourri. On prétend que c'est important. Écoute, est-ce que tu savais qu'il n'y a même pas de loi sur Via Rail? Ben voyons. Oui, par contre, il y a une salle de prière à la gare d'Ottawa, hein, par exemple. Ah oui, je l'ai jamais vu. Vraiment? Mais c'est nouveau, oui, c'est une nouvelle de cet été. Là, il y a un monsieur qui s'était plaint de s'être fait apostropher par un garde de sécurité parce qu'il priait quelque part là, dans le corridor. Puis là, depuis ce temps-là, Via Nick, quand tu vois ce qui se passe avec les trains, je pense qu'on a besoin effectivement de prier avant de monter dans un train. C'est ça. Comme Tintin au Temple du Soleil. Oui, on ne veut pas que le wagon se décroche en montant une côte. Exactement. Je reviens là-dessus, Emmanuel. En Europe, tu peux aller partout en train. C'est simple, c'est efficace, c'est rapide. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup plus grande densité de population en Europe. On s'entend, là. Je pense que ça aussi, il faut quand même, on ne peut pas le négliger. Le problème, cependant, c'est que comme il n'y a pas de loi sur Via Rail, OK? Via Rail est comme une société de la couronne. C'est comme une espèce d'appendice, là, un peu obtus. Via Rail ne peut pas emprunter, OK? Sans le OK du gouvernement de ceci. Alors, ça peut pas être géré comme une entreprise. C'est un bon PDG, là. Il emprunte pour financer des grands projets, puis investir, puis ça. Via Rail, à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, il faut aller quêter à la porte du gouvernement pour voir si on peut avoir de l'argent. Puis, morale de l'histoire, comme il n'y a pas un grand enthousiasme parce qu'on est en Amérique du Nord et on adore les gros chars, à chaque fois qu'il faut resserrer les finances publiques, on est allé couper dans Via Rail. En 1904, quand la lutte contre le déficit là, a été menée, là, elle a commencé sous Mulroney, puis ensuite avec M. Chrétien, on a amputé le réseau de Via Rail de 50%. Ben, c'est ça aussi, le Canada. Puis quand M. Harper a équilibré les finances publiques en 2012, on a donné un autre tour de vis. Fait qu'en même temps, les gens chez Via Rail, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, Ils sont même pas propriétaires des voies ferrées là, qu'ils empruntent. Là, c'est ça. Le Canada, c'est un pays aussi où le premier ministre se promène dans un coucou qui part pas quand il fait en dessous de moins 10, moins 15. Hein? On a vu ça récemment. La résidence officielle tombe en ruine. C'est ça. Notre armée est obsolète. Bref, célébré par Pierre Poilievre, hein? Les soldats qui se lèvent tôt. On n'arrive pas à payer correctement nos fonctionnaires. Bref, tout va bien. Emmanuel, Nick, merci. Bonne journée. Salut. Au revoir.